Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Salut. Alors comme on est aussi efficace en podcast que Thibaut Giroud en fonte des graisses, et comme les journalistes de la rubrique rugby sont enfin descendus de leur bouée licorne, on est reparti pour une nouvelle saison ovale, une saison pleine de paillettes grâce à la Coupe du Monde qui s'annonce. Alors en attendant le Japon, cette semaine on va commencer par tirer les enseignements des 2 premiers matchs de préparation de l'équipe de France, puis on se penchera sur le top 14. C'est pas parce que Jay-Z est en concert qu'il faut oublier Patrick Bruel, Renaud. On va donc se demander si cette année ne pourrait pas être celle du loup. Oui, nous aussi on a fait une préparation estivale de fou, on est hyper affûtés du pronostic. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Renaud Bourrel. Salut Renaud. Bonjour Christelle. Tu as déjà l'air complètement dépité. Non, absolument pas. Juste, je voulais corriger, j'avais une bouée de donuts cette année, non licorne, voilà, donc qui correspond mieux à mon physique, mais enfin bon. Ouais, ton physique de donut. Exactement, voilà, très bien. Mais moi j'assume. Ça. Nous serons aussi avec Clément Dossin. Salut Clément. Salut Cricri. Et un petit nouveau, Thomas Perrotto. Bonjour bienvenue. Merci, c'est gentil. Vous savez tout, alors d'abord on envoie des bisous à Olivier et à Hamid, et on y va, c'est parti, flexion liée jeu. Alors on les avait laissés sur une victoire en Italie, on les a retrouvés avec une victoire contre l'Écosse, une incroyable série de 2 victoires stoppées net ce week-end par de cruels Écossais, car oui, l'Écossais peut être aussi cruel que Thibaut Giroud. Thibaut Giroud, c'est le responsable de la performance physique de l'équipe de France. Soyons précis s'il vous plaît. Voilà. Qu'il a fait trimer tout l'été, une préparation apparemment hyper éprouvante, puisqu'à la fin, Geoffrey Doumerou n'avait plus de tendon d'Achille et qu'on aurait dit que Camille Lopez revenait des poteaux de Koh-Lanta. Derrière 2 matchs, donc un pas mal, une victoire 32-3 contre l'Écosse, un moins bien, une défaite 17-14 en Écosse. Alors on peut déjà tirer des enseignements, Renaud, de ces 2 rencontres, où il faut leur donner du temps aux Bleus. On rappelle juste que le but c'est d'être prêt le 21 septembre, leur entrée dans la Coupe du Monde contre l'Argentine. Tirer des enseignements, oui, de ce dernier match contre la meilleure équipe d'Écosse possible, c'est que on a retrouvé nos Bleus, voilà, comme le disait Pierre-Michel Bonneau dans son chapeau. Gentil Pierre-Michel Bonneau. Gentil, toujours affable et toujours prompt et aimable, à faire des compliments. Non, ce qui est terrible, c'est que effectivement, on les a retrouvés tels qu'en eux-mêmes, c'est-à-dire pas capables de tenir un résultat alors que tout s'était bien goupillé, beaucoup moins précis qu'on les avait vus une semaine plus tôt à Nice, mais contre les Crabos de l'équipe d'Écosse. Voilà, je caricature un peu. Donc, l'enseignement, c'est que ils ont sans doute progressé physiquement. On sent quand même que dans leur jeu, il y a des choses qui sont un peu plus établies, un peu plus précises, notamment la défense, les déplacements. Mais ça reste une équipe de France encore très faible, et notamment du point de vue sur ce match-là du mental, quoi, de la faculté à tenir un résultat, à maintenir de la constance dans son jeu. Clément, toi, ils t'ont pas non plus tourneboulé ? Ils m'ont pas tourneboulé parce que ce deuxième match, il vient, c'est patatras après le premier, quoi. Donc il y avait vraiment eu des choses hyper intéressantes sur le premier match. Effectivement, face à un adversaire, on avait cessé de le dire, faible. Mais voilà, Renaud a parlé de la défense. Pour entrer un tout petit peu en détail, une défense très agressive. Qu'on appelle souvent rush défense ou défense un peu inversée, et puis une nouvelle organisation du fond du terrain avec Camille Lopez qui redescendait. Il y en avait 2 joueurs en 3e rideau, Médard et Lopez. Ça avait été un énorme problème pendant le tournoi, notamment en Angleterre, où on s'était fait punir par le jeu au pied anglais. Donc ça, c'est clairement des préceptes que Fabien Galtier a imposés en arrivant en tant qu'adjoint comme les autres de Jacques Brunel. Viens sur mes genoux, s'il te plaît, Fabien, explique-moi le rugby. Ça, il y avait l'image, elle veut pas partir. Il y avait effectivement aussi des choses assez intéressantes à souligner dans l'animation offensive, dans les angles de course des avants et notamment les 3e lignes. Il y avait plein de petites choses sympas sur ce match-là qui demandaient confirmation. Le début de match en Écosse confirme ça, et notamment Renaud l'a dit, la défense qui amène 2 essais, un sur interception notamment de Penaud, presque des essais faciles entre guillemets, mais c'est précieux au niveau international de pouvoir scorer comme ça sur des ballons de récup ou sur des interceptions. Et puis après il y a notamment cette action de fin de première mi-temps où ils sont dans leur camp. Il y a une mêlée, on est à la 39e, c'est un ballon qu'ils ne doivent pas jouer.
Ils doivent négocier une sortie de camp propre et tout, voilà, pour éloigner la pression et finir la mi-temps tranquillement avec 11 points d'avance. Et ils décident de le jouer, ils se font punir, ils se font contrer, ils prennent un essai, et on tourne à 14-10, et puis en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien, pas grand-chose. Très, très approximatif. Donc, les enseignements, on aurait aimé rester sur les enseignements du premier match, et puis ce deuxième match est arrivé, et il fait vraiment tâche, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment inquiétant ? On est à un mois quand même. On sait qu'ils ont fait une grosse préparation très éprouvante physiquement. C'est peut-être pas très étonnant de les retrouver à échapper des ballons et tout ce genre de choses, non ? La préparation, elle a pas vraiment à voir avec ce qu'on a vu. Enfin, disons dans le jeu que veut mettre en place Fabien Galtier, effectivement, qui a encore des balbutiements, des erreurs dans les courses, des machins. Physiquement, les Écossais, ils en étaient au même point que les Français. Eux aussi, ils ont travaillé comme des damnés. C'est la même chose pour tout le monde est dans la même phase. Voilà, et quand on voit ce que les Anglais ont fait aux Irlandais, 57-17, je crois. Voilà. 57-14. L'intérêt de la préparation, c'est qu'effectivement, ils sont allés chercher des niveaux d'intensité très élevés, mais surtout, il y a eu du ballon tout de suite pour que la façon dont ils travaillaient le physique ressemble plus à ce qu'ils allaient retrouver en match. Et qu'ils sachent prendre des décisions avec le ballon sous des forts états de fatigue. Enfin bon, je vous fais pas je vous refais pas le truc depuis le début. En revanche, qu'il faille un peu plus de temps pour installer un projet de jeu qui finalement est tout neuf, parce que Fabien Galtier n'est arrivé en équipe de France qu'il y a quelques semaines. Oui, effectivement, il faut s'y attendre. Mais l'arrivée de Fabien Galtier n'efface pas, comme une éponge sur un tableau, le passif de cette équipe de France et de tous ces joueurs qui, quand ils sont en équipe de France, ne gagnent jamais, perdent leurs moyens quand la situation s'inverse, ou ne trouvent pas de solution quand, par exemple, Camille Lopez sort prématurément du match. Et évidemment que c'est très inquiétant parce que au final l'Écosse a joué une seule mi-temps sur 4 sur les 2 matchs et on a l'impression que l'Écosse a montré quand même bien plus de choses. Ce qui s'est passé sur le premier match, le problème c'est que les Bleus, c'était un peu du mouvement général qu'ils ont fait. On se serait cru un petit peu à l'entraînement où les Écossais défendaient finalement très peu. Ils avaient du mal à se replier. Donc on a vu des bonnes choses, comme disait Renaud, des angles de course un peu différents. Sauf que là, lors du deuxième match à Édimbourg, les Écossais se sont mis à jouer. Ils ont changé, pas mal de joueurs, mais surtout 3. Leur troisième ligne Watson et surtout leur charnière Laidlaw et Russell. Et à partir de là, l'équipe de France, on l'a vu balbutier, tomber des ballons, ne pas se comprendre sur des combinaisons ou autour des rucks. Et du coup, le mini château de cartes qu'on avait pu observer à Nice, il s'est complètement effondré en une mi-temps et quelques minutes parce que le premier essai écossais, effectivement, c'était juste avant la pause. D'autant que c'était que l'Écosse, on peut dire. Pendant ce temps, l'Argentine, que les Bleus vont... totalement. Le problème, c'est que c'était un match de la 7e nation mondiale contre la 8e. Nous étions la 7e nation mondiale. Oui, mais ils sont repassés devant nous, du coup, je crois. Ouais, voilà. Alors après, faut toujours se méfier des éléments de langage, du discours des joueurs qui positivaient à tout crin, mais moi, j'ai vraiment peur qu'ils soient un peu conscients de ça, en fait. Et dans tout le reste de la préparation, et c'est en cela que le match de l'Italie sera quand même un petit peu important, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à se convaincre qu'ils peuvent faire mieux que ça, quoi. Ce sera leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Tu vois, Christelle, tu disais, est-ce que c'est pas trop inquiétant ? Ce ne sont que des matchs de préparation, on est à un mois de la Coupe du Monde. Le problème, c'est que cette équipe, elle a quand même besoin de confiance, que gagner des matchs, ça aide grandement à engranger de la confiance. Et moi, je suis effaré du discours des joueurs, et à commencer par Poirot, qui est le vice-capitaine de cette équipe de France, qui dit que, je crois que c'est lui qui dit gagner des matchs aujourd'hui ou en perdre, ça ne nous fera pas gagner de points pour la Coupe du Monde. C'est vrai, il a raison. Mathématiquement, ça ne changera rien. Ils commenceront la Coupe du Monde avec 0 points comme tous les autres. Mais on est dans un tel état de délabrement depuis 5 ans ou 8 ans. On tourne à 30-35% de victoire au niveau international, que gagner ces matchs-là, c'est hyper important. Et que les joueurs n'aient pas conscience de ça, qu'ils puissent dire apparemment que cette action qu'ils tentent en fin de première mi-temps, ils le font parce que c'est un match amical et qu'ils ne le feront pas en Coupe du Monde, moi ça me sidère, quoi. Ils ont peut-être aussi intégré le fait qu'ils vont mieux rester dans les clous en matière de ce qu'on dit en après-match si on ne veut pas prendre un coup de pompe aussi, non ? Alors il y a ça.
Mais il ferait mieux de rester dans les clous de ce qu'on leur dit aussi sur les consignes de match sur le terrain, quoi. Parce que là, je suis pas certain que le staff était très heureux qu'il joue ce ballon, qui est pas bon à jouer à la 39e minute de jeu et qui a une incidence extrêmement forte sur le déroulé du match et son résultat final, quoi. Donc ça, c'est quand même comme si cette équipe, comme le disait Renaud, c'était habitué à perdre et trouvait plus si grave la défaite, quoi. Et vous n'avez pas trouvé de renouveau, en fait, en se disant Galtier va arriver, si, le renouveau... Giroud qui les secoue, ils perdent tous des kilos, des morceaux de leur corps parfois. Non, mais ils sont plus en forme qu'ils ne l'ont jamais été, mais ça c'est vrai de chaque préparation d'avant Coupe du Monde. On voit des garçons qui ont fondu, qui sont affûtés, qui répètent les tâches. Mais le problème, c'est que, et on l'avait déjà dit 100 fois, c'est que les autres, pendant ce temps-là, ils font la même chose. Hein. Et puis, donc, on ne fait que combler un retard. On n'aura pas comblé en partie peut-être, mais pas... Ce que disait Thibaut Giroud chez nous dans une interview, et je pense qu'accrédite aussi Fabien Galtier, j'en suis certain, c'est que eux ne prétendent pas pouvoir combler le retard en une préparation de Coupe du Monde, parce que les autres continuent de travailler. Pour combler un retard, il faut que les autres s'arrêtent. Les Anglais ne se sont pas arrêtés, les Sudaf, les Argentins, personne ne s'est arrêté. Donc espérer combler le retard, non. Progresser, oui. Combler le retard, non. Oui, puisque Brunel disait « J'espère qu'on sera capable de jouer des matchs en entier ». C'est quand même un petit peu flippant. Mais... Non, c'est réaliste. Aujourd'hui, qui pense sérieusement que la France peut renverser l'Angleterre lors du premier match de la Coupe du Monde, alors que l'Angleterre vient de passer presque 60 points à l'Irlande. C'est le dernier de la poule, hein, Thomas. Oui. Mais même l'Argentine, quand on voit leur rugby championship, les matchs face à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, certes, l'Argentine perdait, mais on voit que c'est une équipe qui est bien plus en confiance, qui sait où elle va. Ce qu'ont fait les Jaguars toute la saison. Tout le Super Rugby. Oui, parce qu'il faut dire que pendant que nous, on joue contre l'Écosse et l'Italie, l'Argentine, ils ont joué la Nouvelle-Zélande, 2 fois l'Afrique du Sud, l'Australie. Alors certes, ils sont derrière nous au classement. Ils gagnent pas beaucoup, mais ils gagnent encore moins que nous. Non, mais ils ont un rapport à la défaite qui est... c'est bizarre ce que je veux dire, mais un rapport à la défaite qui est plus logique que celui de l'équipe de France, dans le sens où que l'Argentine perde en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, et donc dégringole au classement World Rugby, sachant qu'ils les jouent 2 fois par an, c'est normal que l'équipe de France perde à la maison contre les Fidji. Ce match nul contre le Japon. Voilà. Et encore, c'était sous un autre mandat de sélectionneur. Effectivement, ou soit à 2 doigts de perdre en Italie, ça donne un autre rapport à sa performance que ce que les Argentins réussissent depuis qu'ils ont intégré le championnat de l'hémisphère sud, où néanmoins ils progressent d'année en année. Ça, c'est des victoires encourageantes. Non, des défaites encourageantes. Voilà, l'Argentine, quand elle perd, elle avance. Aujourd'hui, la France, quand elle perd, elle n'avance pas et peut-être même qu'elle recule. Donc c'est ça la vraie différence aujourd'hui entre la France et l'Argentine. Quoi d'autre ? Jacques Brunel dévoilera son groupe définitif dans peu de temps, en fait. Jacques Brunel, comme Jack Bauer. J'ai dit Jacques Brunel. Oui, parce que depuis qu'il se jette à l'élastique, c'est devenu Jack. Lundi 2 septembre, il dévoile son groupe définitif pour la Coupe du Monde. Vous savez, je sais pas, vous avez des idées ? On peut s'attendre à quoi sur cette liste définitive ? Le problème, c'est que la performance de l'Écosse rebat des cartes. Aujourd'hui, moi j'imagine que Raka va aller au Japon. Il a eu 3, non, je crois. Il a eu 2. 2. Ouais. Mais avec la performance qu'il fait, aujourd'hui, c'est plus un titulaire indiscutable. Or, Raka, qui n'est plus titulaire indiscutable en équipe de France, ça rebat le triangle arrière. C'est comment vous faites ? Est-ce que c'est Médard à l'arrière et dans ces cas-là vous faites rentrer Huget ? Est-ce que c'est Médard à l'aile et vous mettez Ramos parce qu'il est buteur ? Et puis peut-être que Ratez il va traverser 3 fois le terrain contre l'Italie. On va se dire finalement il est pas mal Ratez. C'est dommage, on aurait bien essayé contre l'Écosse, mais bon il aura marqué 3 essais. On sait pas. Donc aujourd'hui, je pense que avec la performance qui a existé à Édimbourg, finalement, le staff s'est collé un peu plus le bazar et le bourdon que s'ils avaient réussi leur match, effectivement, où là, on aurait un peu plus de certitude. En revanche, il n'y a pas eu de turnover entre le premier et le deuxième match, alors qu'au départ, c'était plutôt annoncé. Mais des mecs annoncés réservistes, eux, ont clairement quand même marqué des points sur l'Écosse. Moi, je voudrais revenir justement là-dessus, parce que bon, on va pas trop taper sur ce staff, mais quand même un petit peu. J'aimerais savoir s'il y avait un plan clairement établi de composition d'équipe sur les 3 matchs. Et j'ai pas le sentiment. Ou alors, s'il était établi, il a été bouleversé parce qu'ils ont été aveuglés, éblouis par leur performance du premier match contre l'Écosse. Je m'explique. Prenons l'exemple des Anglais. Les Anglais, ils ont fait équipe mixte contre le Pays de Galles, premier match. Équipe mixte contre le Pays de Galles, deuxième match. Synthèse et équipe type contre l'Irlande, badaboum.
57 points. Et franchement, l'équipe qui a débuté contre l'Irlande, allez, à 99%, c'est l'équipe qu'on va retrouver sur les gros matchs de la Coupe du Monde. Donc Eddie Jones, et elle est monstrueuse. Et elle est monstrueuse, cette équipe. Et Eddie Jones, il arrive à la Coupe du Monde avec des putains de certitudes. Et sélectionneur de l'Angleterre. Des certitudes qu'il a certitudes qu'il a acquis sur ses matchs de préparation, mais qui sont aussi évidemment le résultat des 4 années passées où il a construit son effectif. Bon, nous, je vous parle pas des 4 années passées, voilà, mais on avait là l'occasion sur ces 3 matchs-là de faire une vraie revue d'effectifs avec une équipe la première équipe contre l'Écosse, un remaniement très large pour le deuxième match contre l'Écosse et une synthèse contre l'Italie avec un truc qui ressemblerait à une équipe type. Ils n'ont pas voulu faire ça parce que, je ne sais pas si c'était prévu comme ça à la base ou si c'est parce qu'ils ont gagné ce premier match contre l'Écosse et qu'ils se sont dit « Ah, ce serait bien quand même d'engranger de la confiance, de continuer avec les mecs, on a besoin de continuité, blablabla. » Un discours qu'on pouvait entendre la semaine dernière. Hein, mais donc seulement 4 changements. Résultat des courses, patatras, on est nul à chier en Écosse. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait maintenant contre l'Italie, quoi ? Ah, on est quand même obligé parce qu'il y a des mecs, ça fait 2 mois qu'ils suent comme des malades. Si on leur donne pas quelques minutes de temps de jeu, ça va gueuler. L'équilibre interne du groupe, ça va être compliqué, etc., etc. Donc tout ça, j'ai l'impression, a été mal anticipé, mal préparé. Et donc, on risque de faire tourner. On verra, hein, la Compole devrait tomber prochainement. On risque de faire tourner. Mais on va arriver donc à la Coupe du Monde en n'ayant jamais aligné une équipe qui ressemble vraiment à ce que sera l'équipe type du premier match contre l'Argentine. Mais personne ne sait à quoi elle ressemble, cette équipe type. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de certitude sur, alors peut-être sur quelques postes, le talonneur, le pilier gauche, un deuxième ligne, un troisième ligne centre. Penaud. Oui, Penaud parce qu'il a marqué des essais, forcément, il s'est mis en valeur. Mais derrière ça, la meilleure paire de centres, c'est quoi ? Le meilleur arrière, c'est quoi ? Mais s'il faut un buteur, aujourd'hui, Jacques Brunel et du coup ses adjoints, personne ne sait où il faut aller, quoi. C'est terrible à dire, mais... Moi, je pense que quand même qu'on a vu le plus proche de l'équipe type, on l'a vu sur le premier match contre l'Écosse. Je crois que Doumerou, qui s'est blessé, était néanmoins favori pour faire la paire avec Fofana. Mais que vraiment, le premier test, ça se rapprochait du plus de ce qu'il voulait, de ce qu'il voulait faire. Ouais. Mais ça veut dire que tu avais quand même... Bon, t'avais pas ton capitaine Guirado. Qui était touché, non ? Qui était un petit peu incertain. Et tu avais une troisième ligne. Elle a été excellente, mais avec 2 mecs qui sont réservistes. Bon, après, tu l'as dit, c'est effectivement, Cross et Olivon, ils ont marqué des points. Peut-être que leur statut de réserviste, il est maintenant loin derrière eux et qu'ils seront du voyage. Mais sur ce match-là, il manquait aussi pas mal de joueurs qui avaient des pètes physiques, voilà, et qui... Donc, c'est difficile. Tu te dis que c'est l'équipe type parce qu'elle a été performante, mais rappelons-le, face à une équipe bis de l'Écosse, tu vas pas quand même arriver, encore une fois, avec beaucoup de... Enfin, je pense que le bilan, on verra après l'Italie, mais malheureusement, je crains que le bilan de ces 3 matchs de préparation, juste sur la question des joueurs, hein, là, au-delà du jeu, juste sur la question des joueurs, ne t'aura pas apporté tout ce que ça aurait pu t'apporter, parce que je pense que ça n'a pas été très très bien géré ou très très bien anticipé en amont, quoi. Ou que si ça avait été anticipé, ils ont changé de plan à un moment et que là ils se retrouvent un petit peu coincés. Il y aurait le fait d'avoir fait de faire un gros turnover entre les 2 matchs de l'Écosse aurait en tout cas permis de moins souffrir de cette deuxième défaite, c'est-à-dire d'être moins que cette défaite soit moins anxiogène. On a fait 8 changements, il y a des joueurs, on sait très bien que c'est du backup plan. Non mais voilà. Je parle pas allemand. Faut s'y mettre. Oui, je sais, c'est la langue de l'avenir. Non mais voilà, et en fait, le fait de mettre un peu tous ces œufs dans le même panier dramatise cette deuxième défaite. Cette défaite plutôt, dans ce deuxième match. Soyons encore une fois accurate. T'es devenu bilingue pendant les vacances, toi, ou pas ? En allemand, d'après ce que dit Christelle. En dauphin aussi. On passe au top 14, ça vous va ? Oui, c'est bon. Pendant les S'il travaux, faut vraiment. Oui, parce que pendant les travaux, les commerces restent ouverts. C'était la rentrée du top 14 ce week-end, une rentrée en fanfare avec la victoire du promu Bayonne au Racing, le carton de Toulon à Agen, 44-25, et celui du Loup contre le Stade Français, le Loup demi-finaliste de l'an dernier, 4e budget du top 14 avec 33,6 millions, si j'ai bien lu l'équipe, qui a fait un joli coup, je crois on peut dire, en recrutant Mathieu Bastaro aussi. Non, pas vraiment. C'est une recrue temporaire. Hein. Il est là que jusqu'à fin novembre, je crois. Oui. Il joue 30 minutes. Et il joue 30 minutes, ouais. Donc ce n'est pas un joli coup, donc on coupera. On ne sait pas.
Non, on coupe pas. Assume, Christelle. Moi, je trouve que c'était bien. Ça, c'est un joli coup médiatique, ça, c'est sûr. Ouais. Mais il va pas rester toute sa vie aux États-Unis, Mathieu Bastareaud. Non, mais il n'est pas sous contrat avec le Loup pour l'après New York. D'accord. Après, peut-être qu'il va faire ses preuves, que Mignoni va aimer ce qu'il fait. Et peut-être que j'en sais beaucoup plus que toi. Et qu'il reviendra sur sa décision de prendre sa retraite internationale pour être le grand numéro 8 qui manque à l'équipe de France l'année prochaine, la saison prochaine. Voilà. Le Loup, qui est aussi l'équipe du top 14, qui est la moins impactée, on peut dire, hein, par la Coupe du Monde. Il leur manque 3 joueurs, je crois, j'ai vu. Merci de me niquer mon premier argument, Christelle. Voilà, c'est fini. Vous mettrez un bip sur le mot employé par Clément Dossin. D'accord, bip. S'il vous plaît. On coupera et on le remettra dessus. Alors Clément, mon petit chaperon rouge, c'est toi qui as soufflé ce thème. Alors tu y crois fort au grand méchant loup cette année, au top 14 ? Je savais pas de quoi on pourrait parler. J'ai regardé le classement, j'ai vu que Lyon était en tête. Je me suis dit, tiens, on va faire un truc sur Lyon, tu vois. C'est très original. Expertise. Non, oui, hashtag expertise. Non, je sais pas si ce sera la saison du Loup, mais je suis persuadé que ce sera le début de saison du Loup. Parce que tu l'as dit, ils ont très peu de joueurs retenus dans les sélections. Il n'y en a que 3 effectivement, et qu'en plus, ça les impacte pas beaucoup. C'est pas des joueurs sur des postes décisionnaires très très importants, et que c'est l'équipe qui, je pense, aligne un 15 de départ aujourd'hui qui est le plus proche de son 15 de départ type, et surtout qui est dans la continuité quasiment absolue de la saison dernière. J'ai regardé sur la première feuille de match, et je parle sous le contrôle de Thomas qui était au match de Lyon ce week-end, il n'y a que Tchioki comme recrue. Et Mathieu Bastareaud. Dans le 15 de départ, pardon. Ah, le 15 de départ, oui. Et Tchioki, il arrive en terrain connu parce que il fait partie du RC Toulon comme Mignoni et un paquet de joueurs qui ont fait le voyage de Toulon à Lyon. Donc voilà, c'est facile. On salue la formule, on s'arrête 2 secondes pour saluer la formule. Ça a été déjà fait 100 fois, hein. J'ai aucun mérite. Donc pour ces raisons-là, je pense qu'ils vont carburer d'entrée. Je serais pas étonné qu'ils soient leader du top 14 pendant un long moment, peut-être jusqu'en décembre. Et après, on verra. Après, les phases finales, encore une fois, c'est toujours une autre histoire. Mais oui, je suis persuadé que Lyon sera vraiment solide cette saison. Que Mignoni, je sais pas, c'est quoi, c'est sa 4e saison à la tête du club. Il commence à... Il a les joueurs qu'il veut. Ils se sont renforcés intelligemment. Il y a rien de spectaculaire à l'intersaison, mais ils se sont renforcés intelligemment avec beaucoup de jeunes joueurs français notamment. Donc il y a un truc qui me semble, il y a des fondations qui me semblent très solides, quoi. Pour ce que tu en as vu, Thomas, t'es d'accord ? Oui, surtout on s'aperçoit que le Loup est en une vraie pente ascendante, quoi. Il y a 2 ans, ils font 5e, ils se font sortir en demi-finale. L'année passée, ils font 3e, ils se font sortir en demi-finale, mais en se battant quand même beaucoup mieux. Et puis là, on sent que cette saison, ça va rouler, quoi. Ils connaissent par cœur leur plan de jeu. Pierre Mignoni, pendant 2 ans, il a essayé de sécuriser la défense, d'avoir quelque chose d'assez solide. Et là, on voit que les joueurs vont commencer à jouer. Derrière, il y a des sacrés joueurs quand même, avec Noah Nakatassi, Xavier Mignot, Rudy Wulf. C'est des joueurs qui savent jouer au ballon. Il y a Tuisova qui va arriver aussi après la Coupe du Monde. Et comme le disait Clément, surtout sur le recrutement, si on regarde la colonne des départs, c'était essentiellement des joueurs qui avaient 30 ans ou plus, donc assez vieux, et ils ont tous été remplacés par des joueurs qui ont entre 20 et 24 ans. Je pense à Kylian Gerassi, à Demba Bamba, à Clément Laporte, Patricio Fernandez aussi à l'ouverture qu'on peut citer. Donc voilà, c'est vraiment, ils suivent un schéma millimétré, ils s'y tiennent, et il y a un moment où ça va faire, quoi. Et cette saison, honnêtement, ça peut être une très grosse saison pour Lyon. Ils ont tous les atouts pour aller au bout. Moi, j'aime beaucoup la façon dont Pierre Mignoni a balisé et façonné le club pendant ces saisons. Il a pas voulu brûler les étapes. Il a vraiment mis sa patte et son emprise, que ce soit sur le groupe de joueurs ou sur son staff, même si là, il a perdu Karim Ghezal qui rejoindra l'équipe de France après la Coupe du Monde. Je lui fais confiance pour avoir retrouvé la personne idoine. David Girard. David Girard, ouais, voilà. C'est quelqu'un de très structuré, très intelligent, qui a pris beaucoup de hauteur sur tout son projet, et il est en train de construire un vrai club très solide, comme l'ont dit mes deux confrères, sans vouloir à tout prix faire du Strass et paillettes, mais en revanche, il aura aucun trou dans sa copie. Et du coup, ça va en faire un club qui sera, je pense, régulier. Et il y a peu de clubs qui finalement se sont structurés de cette manière en top 14. Sinon, Toulouse depuis des années, mais
quelque chose de vraiment Clermont, censé poser. Ouais, Clermont, mais avec l'appui de Michelin et en ayant d'autres moyens au départ quand même, notamment sur le recrutement, s'ils ont une bonne formation, Christian. Oui, mais... Non mais voilà, les derniers qu'on avait vu arriver, c'était Montpellier, le Racing, Toulon. C'était tout de suite des gros effectifs, des gros budgets, des entraîneurs de renommée. Non, Lyon, ils sont allés chercher Mignoni, qui était à Toulon, qui avait bonne presse, mais qui n'était pas numéro 1. Et ils ont décidé de construire autour de lui quelque chose qui lui ressemble. On dit souvent, quand un manager arrive dans un club, il lui faut 2-3 ans pour construire son effectif et commencer à... Et voilà, il a eu tout ce temps-là. Et comme l'a décrit Thomas, ils ont progressé, ils ont avancé. Et aujourd'hui, quand tu penses à la fin de saison et un top 4, t'es obligé de penser à, je pense, à eux dans cette perspective. Ce qui, je pense, est la prochaine étape pour eux pour franchir justement un stade. Bon, évidemment, ce serait d'aller en finale. Et je pense que, et c'est pour ça que le début de saison est important, je pense que la place de 1 et 2 va être pour eux hyper importante. Synonyme de demi-finale directe. Les années précédentes, ils ont laissé des plumes à chaque fois en barrage. Ça leur a coûté beaucoup, surtout il y a 2 ans où ils avaient explosé en demi-finale contre Montpellier. Et là, voilà, encore une fois, ils ont toutes les armes. Je pense qu'il faut vraiment... et la preuve, c'est que ce premier match contre le Stade Français, ils sont prêts. Je pense que Mignoni y a pensé. Il faut qu'ils prennent le large là, qu'ils enfoncent le clou vite, rapidement, qu'ils soient un leader à la Clermont ou à la Toulouse l'an dernier avec une bonne marge pour ensuite gérer tranquillement la deuxième partie de saison et arriver avec beaucoup de fraîcheur mentale et physique en phase finale. Et là, ils franchiront peut-être le cap qu'ils n'ont pas encore réussi à franchir les années précédentes. Et surtout, la vraie recrue aujourd'hui pour Lyon, c'est leur vécu commun. Parce qu'il y a 2 ans, comme le disait Clément, ils avaient fait un exploit génial en barrage en allant gagner à Toulon. Par contre, derrière, contre Montpellier, première demi-finale pour la majorité des joueurs. Je crois qu'il y avait 80% de l'effectif qui n'avait jamais joué un match de phase finale. Forcément, ils sont un petit peu écroulés. L'année passée, il y en avait quelques-uns qui avaient joué, mais pareil, contre Clermont, ça a été très dur à Michelin. Cette année, ils ont fait deux barrages de suite. Il y a un vrai vécu commun entre eux. Ils ont des automatismes, ils ont des joueurs qui connaissent du coup un peu mieux le haut niveau et ce que ça demande en termes d'exigence le jour du match. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce qui peut leur faire basculer du bon côté, selon moi. Après, peut-être petit bémol sur l'absence de joueurs, fameux facteur X, quoi. Tuisova, je pense que ça va être ce facteur X. Hein. Ouais. Demba Bamba, Tuisova sur la dernière saison de Galtier à Toulon, c'est le facteur X inverse, quoi. X moins, quoi. C'est... Ouais, faut voir Tuisova, faut voir. C'est un peu à double tranchant. C'est Couillou pour moi aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bon, mais je pense même que si Couillou ne blesse pas l'année d'avant, l'année dernière, ou qu'il revient pas tard, je pense qu'il est au Japon, ou pas loin d'être au Japon. Le seul petit souci peut-être avec Baptiste, c'est le fait qu'il soit capitaine. On l'appelle Baptiste, d'accord. Baptiste Couillou. Très bien. Okay. C'est son cousin. Bat. Ce capitana. À Noël, on l'appelle Bat. Titou, son surnom. Titou, pardon. Dans le vestiaire. Non, mais j'ai dit à Noël, pas dans le vestiaire. Ah, pardon. Non, mais le fait qu'il soit capitaine, est-ce que ça va pas un petit peu lui mettre trop de pression ? Alors certes, il est bien entouré, il y a encore Julien Puricelli qui est pas mal présent dans le vestiaire, quelques avants aussi. Faudra qu'il arrive à gérer ce... C'est étonnant d'ailleurs, c'est vrai, ce choix de capitana. Oui, mais ça participe de la construction de Mignoni, qui à mon avis a envie c'est un passage de témoin. Parce que Mignoni, il sait aussi qu'un joueur comme ça, il va en avoir besoin, qu'il faut absolument le fidéliser, le garder. Et c'est hyper bien joué. C'est surtout qu'il faut un capitaine qui joue, et Julien Puricelli va forcément prendre un poil de recul, qui s'occupera beaucoup plus du secteur de la touche, donc il jouera peut-être moitié moins de matchs que la saison dernière, donc il fallait quelqu'un qui est vraiment titulaire tout le temps, et dans ce sens-là, Baptiste Couillou, c'est vraiment le leader de l'attaque lyonnaise. Eh bien, on se joint à toi pour l'embrasser, hein, Baptiste. Titou, salut. Titou. Si tu nous écoutes. On a fait le tour, messieurs ? Ouais. C'est bon ? Parfait. Eh bien, ça suffit, alors c'est assez. C'était l'Équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'Équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Borel, Thomas Perrotto, Clément Dossin. Merci à Roland Richard, à la technique, l'édition, à tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles et à la semaine prochaine.